La science se rapproche-t-elle aujourd'hui de la métaphysique? Alors, je vais avoir tendance à faire une réponse un petit peu de Normand, c'est-à-dire oui et non. Non, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que la science, elle ne fonctionne qu'à l'intérieur de cadres assez rigides qu'elle a elle-même fixés pour pouvoir contrôler un petit peu son champ d'investigation. Ces cadres, souvent, ils sont constitués de postulats non vérifiés, qu'on traîne d'ailleurs depuis le 19e, voire même avant. Et du coup, il y a des tas de données qui n'entrent pas dans ces cadres. Et la science a tendance alors, au niveau de l'institution, à négliger ces données. Ce sont les contre-exemples qui confirment la règle. Voilà. Le problème, c'est qu'au fil du temps, et notamment ces dernières décennies, on a énormément affiné nos outils d'analyse, et donc on a augmenté le nombre de ces anomalies qui n'entrent pas dans les cadres de la recherche scientifique. Et aujourd'hui, on se rend bien compte que ces anomalies, elles représentent parfois des corpus très très importants. Et donc, du coup, j'ai envie de dire oui aussi parce qu'il y a des chercheurs, et les chercheurs, eux, sont souvent des êtres passionnés, qui ont consacré leur vie à la recherche. Et du coup, ils ne peuvent pas se contenter. Alors après, il y a plusieurs types de chercheurs. Mais moi, je pars du principe que la plupart sont très honnêtes, sont très sincères, très passionnés. Et donc, ils ne peuvent pas admettre que des modèles fonctionnent en laissant de côté énormément d'observations. S'il y en a une ou deux, ça peut encore passer. S'il commence à y en avoir beaucoup, ça passe plus. Et donc aujourd'hui, dans toutes les disciplines scientifiques, que ce soit la physique, la biologie, les neurosciences, on commence à avoir des chercheurs qui protestent et qui sont en train d'essayer de déformer les cadres ou de les fissurer en quelque sorte. Donc, oui et non. Non au niveau des institutions, oui au niveau des chercheurs. La physique quantique est-elle une porte d'entrée pour l'étude des mondes invisibles? Oui. Ah oui, c'est un grand oui, parce que c'est probablement la première porte d'entrée. Ça ne veut pas dire que c'est la seule, mais c'est celle qui pose le moins de problèmes aussi à la science. Donc, et puis c'est celle qui a bénéficié, je dirais, le plus de publications. Même si la physique classique a du mal à prendre en considération les avancées de la physique quantique. Mais oui, la physique quantique, elle a démontré, c'est une vraie science, elle s'appuie sur des observations qui sont reproductibles, vérifiables, donc on ne peut pas contester. Et la physique quantique a démontré des choses fondamentales. La première, c'est que un atome, c'est à la fois un grain de matière, un corpuscule, et une vibration, une onde. C'est à la fois ces deux éléments. C'est pas deux parties qui sont imbriquées. C'est deux réalités, deux manifestations, deux manières de se représenter l'atome qui coexistent. C'est indissociable. Et nous, en tant qu'observateurs, on a tendance à observer la matière et pas l'onde. De toute façon, on ne peut pas observer les deux aspects de l'atome en même temps. Ça, c'est impossible. Alors pourquoi c'est une porte d'entrée? Parce que ne serait-ce que cette constatation-là, quand on y réfléchit, elle bouleverse notre conception même de ce qu'est l'univers, de ce qu'est la matière. Et nous, êtres humains, mais comme toute chose, inerte ou animée, nous sommes composés d'atomes. Donc, nous sommes à la fois un corps de matière, et ça, on est tous d'accord, mais on est également, par la force des choses, un assemblage de vibrations, d'énergie.
Voilà déjà la première chose, et il y a plus de 100 ans, que nous a montré la physique quantique. Et puis elle nous a montré beaucoup d'autres choses sur la conception du temps et de l'espace, sur le fait que la matière était attachée à un temps particulier et que l'énergie, la vibration, n'était pas régie par ce même temps, espace-temps, on va dire. Donc il y a plein de choses qui découlent ensuite des observations. Les soins énergétiques peuvent-ils être scientifiquement validés? Alors là, donc je viens de parler effectivement de nous en tant qu'être de matière, corps biologique, et également assemblage de vibrations, être énergétique. Donc en disant cela, on introduit directement, on ouvre la porte à l'existence de corps énergétiques. Le problème des soins énergétiques, c'est l'aspect médical. C'est-à-dire qu'en France, en Europe, dans le monde, mais surtout du côté occidental, tout ce qui touche à la médecine est régi par l'institution, l'ordre des médecins, la grosse institution, qui fonctionne un peu comme une inquisition. On ne peut pas, on n'a pas le droit de dire beaucoup de choses concernant la médecine. On n'est pas qualifié pour parler de médecine. Donc là, on marche sur des jeux. La réalité, c'est que c'est probablement cet aspect médical qui va être le plus difficile à convaincre, le plus difficile à faire bouger les lignes. La physique quantique, la physique nous pose moins de problèmes parce que c'est la physique. Dès qu'on touche aux neurosciences, il y a la partie médicale, l'application médicale, qui tout de suite met un frein à des ouvertures sur les mondes invisibles, sur les mondes énergétiques. Lorsqu'on touche à la biologie, on a les mêmes freins parce qu'il y a les applications médicales qui sont liées à la biologie. Mais donc on voit bien que l'institution, elle va mettre du temps. Il faut pas oublier, par exemple, que les ostéopathes étaient considérés comme des charlatans jusqu'en 1993 en France. Ils étaient pourchassés pour pratique illégale de la médecine. Donc, on est vraiment là face à une institution extrêmement rigide qui tient à garder l'hégémonie sur tout ce qui concerne son champ d'action. Mais d'un point de vue purement logique, oui, la physique quantique, et pas que, hein, il y a des tas d'observations. On se rend bien compte que les émotions s'engramment dans la matière. C'est-à-dire que nos émotions peuvent engendrer des maladies ou au contraire faciliter des états de guérison. Dans le livre, je consacre un gros chapitre, un très bel exemple, où il y a l'intervention de 2 guérisseurs. Je vous invite à lire notamment ce que disent les guérisseurs après coup, parce que je les ai interviewés, et pour moi, il y a notamment Lauriane qui me livre un témoignage qui est un des plus beaux témoignages, des témoignages les plus profonds sur ce qu'elle fait, sur ce qu'elle ressent et comment elle explique les choses. Mais ça dérange. J'ai reçu, alors je reçois pas mal de messages, mais j'ai déjà reçu un message presque d'insulte où carrément on m'accusait d'ouvrir la porte au charlatanisme, en citant ne serait-ce que cet exemple alors qu'il est vrai. J'essaye aussi, mais je suis pas le seul, parce que actuellement il y a des programmes de recherche alors qui se mettent en place, tant bien que mal, par exemple pour traiter des coupeurs de feu à l'hôpital. Là aussi, on est dans le soin énergétique. Mais il faut savoir que ces gens ne sont pas employés en tant que coupeurs de feu. Ils sont employés pour toute autre chose, par exemple psychologues. Ils interviennent en cachette de l'administration de la sécurité sociale, enfin de la grande administration. Et récemment, je suis en train de travailler sur un documentaire et je voulais aborder le sujet. Et là, il y a énormément de réticences de la part de ceux qui les emploient en disant « Oui, mais attendez, si vous mettez ça en lumière, on va plus pouvoir les employer. On va avoir des reproches et peut-être même des sanctions. » De la part aussi d'un certain nombre de personnes
qui disent, oui, mais alors attendez, vous allez ouvrir la porte au marabout avec ses pattes de poulet, ou... On voit l'expression d'une peur, d'une vraie peur, d'ouvrir la porte à ce que certains considèrent comme du charlatanisme. Néanmoins, il y a des programmes de recherche qui sont en cours sur l'impact de la transe sur notre organisme, des programmes qui s'inspirent aussi de la médecine chinoise, parce que là, c'est quand même un truc qui est fou, c'est qu'il y a une médecine en Chine depuis 2500 ans qui travaille sur les énergies et qu'on refuse officiellement de considérer ici en Occident, alors qu'elle a quand même de sacrés résultats. On ne peut pas le nier. Il y a un programme en cours, c'est Richard Arnaud de Chico qui travaille, donc c'est du magnétisme, et pour qu'il y ait un contrôle, pour éviter l'effet placebo, parce que c'est souvent ce qui est reproché. Hein, on dit oui, le magnétisme, c'est l'effet placebo qui joue. Donc un programme où il y a des magnétiseurs qui vont magnétiser des petites boîtes de cellules en culture. Donc là, il n'y a pas d'effet placebo. Et donc, il y a les petites boîtes qui sont magnétisées et celles qui ne le sont pas. Et on constate que les boîtes avec les cellules qui sont magnétisées, les cellules s'auto-réparent et les autres, on n'a pas ce type de comportement cellulaire. Donc, on voit bien qu'il se passe des choses dans l'invisible qui n'est pas lié à l'effet placebo et qui donne des résultats qu'on n'explique pas. Donc il y a des programmes en cours. Je ne vous cache pas que pour l'instant, ces programmes ont des problèmes de financement et que les premiers résultats que j'évoque, il n'y a pas de grandes revues qui ont voulu les publier. Voilà. Malgré tout le soin apporté au protocole. Donc il y a vraiment de la résistance à ce niveau-là, mais parce qu'on touche le domaine des soins. Le temps est-il une clé fondamentale de la compréhension de l'univers ? Ah, là, c'est une question qui va plaire beaucoup à mon ami Philippe Guillemant, parce que effectivement, lui considère en tant que physicien que le temps est une clé fondamentale. Je suis assez d'accord. Je suis assez d'accord parce que la physique quantique nous apprend, nous démontre que l'espace-temps, il est vrai, mais il régit la matière. Et la partie énergétique, vibratoire de l'atome peut s'affranchir des lois qui régissent l'espace-temps, peuvent s'affranchir de la distance, peuvent s'affranchir de ce temps, de ce chronos qui rythme nos vies. Ça, c'est quelque chose, il y a plusieurs expériences en physique quantique qui le démontrent. L'intrication quantique, le fait aussi, j'en parle dans le livre de cette expérience, moi je la trouve fabuleuse, où on a des photons qui sont capables de traverser un mur et d'effacer le mur, plus que de les traverser, de l'effacer. Donc vous lirez, c'est passionnant, c'est des expériences qui se lisent comme des petits contes de fées. Néanmoins, ce sont des expériences qui sont vérifiables, reproductibles, et donc qui sont vraies, qui sont justes. Donc, alors pourquoi c'est une clé ? Eh bien parce que si la matière est régie par Chronos, là, le grand problème qu'on a, effectivement, lorsqu'on commence à travailler, enfin en tout cas à considérer les mondes invisibles, c'est justement le rapport au temps. On comprend pas très bien comment on pourrait contacter des énergies, alors je parle des contacts médiumniques ou en dehors de notre espace-temps. Et donc la physique quantique nous rassure en disant, mais en fait, le monde vibratoire n'est pas régi par l'espace-temps. Ça, voilà, ça c'est vraiment une donnée qui est capitale. Donc c'est difficile pour nos cerveaux à comprendre, à imaginer que la partie matière de l'atome est dans l'espace-temps et que la partie vibratoire ne l'est pas, sachant que ce ne sont pas deux parties distinctes, mais la même chose. C'est ça qui est fou. C'est pas dissociable, ce ne sont pas deux parties accolées. C'est la même chose, mais la même chose qui s'exprime dans l'espace-temps ou qui ne s'exprime pas dans l'espace-temps, qui s'exprime hors espace-temps. Et hors espace-temps, ça veut dire dans un endroit qui n'a pas d'espace. Donc ça, j'arrive pas à le concevoir. Et dans quelque chose qui n'a pas de temps.
Voilà. Mais effectivement, c'est une clé très importante parce que c'est ce qui nous permet de comprendre comment on peut être en relation comme ça avec des énergies au-delà justement de l'espace et du temps. Je pense notamment à des énergies défuntes ou des choses comme cela. Comment les neurosciences considèrent-elles les expériences de mort imminente? Aïe, aïe, aïe. Bah, les neurosciences, comme toute discipline scientifique, elles évoluent à l'intérieur d'un cadre qui est très strict. Et ce cadre, il repose notamment sur un énorme postulat qui est que la conscience, les pensées, sont le produit du cerveau, d'un système neuronal, des neurones. Donc, les neurosciences ne peuvent pas accepter, à cause de ce cadre rigide, l'idée qu'il existerait une forme de conscience en dehors de ce système neuronal. Donc, lorsqu'on parle d'une EMI, on raconte une EMI, c'est une expérience qui ne peut être qu'une hallucination du point de vue du neuroscientifique. Ça, c'est au niveau de la discipline. Maintenant, évidemment, il y a des chercheurs, y compris en neurosciences, qui se rendent bien compte que ce cadre rigide tel que je viens de l'énoncer, il ne tient pas la route. Parce qu'on a énormément de témoignages d'expériences de mort imminente, on en a des milliers. Et on ne peut pas les balayer du revers de la main en disant que ce sont des hallucinations. On est bien d'accord. Là, il faudrait des hallucinations collectives sur des siècles. C'est pas plausible. Ensuite, on a dans la nature, en réalité, depuis fort longtemps, on a déjà observé des animaux, des êtres, par exemple des êtres unicellulaires, qui fonctionnent sans neurones. Et on s'est rendu compte, par l'expérience, que ces êtres unicellulaires, et là je fais référence aux premières cellules qui sont apparues sur Terre, mais qui existent toujours. Ce sont des cellules, en fait, c'est une membrane avec un plasma, et dans le plasma, vous avez des enzymes, des acides aminés et des protéines, voilà. Et c'est tout. Vous n'avez pas de neurones, vous n'avez même pas un système embryonnaire de quoi que ce soit. Donc c'est d'une simplicité extrême. Ces cellules, ces êtres unicellulaires, sont capables de se diriger vers un milieu nutritif, sont capables de fuir un milieu qui ne leur convient pas. Comment ? Comment ? Ça, c'est la grande question. La réponse, en tout cas, c'est que pour faire cela, il faut être capable d'avoir une conscience de son environnement. D'accord ? Et puis, il faut également être capable d'opérer un choix. Et récemment, dans un article de Science et Vie, pour pas citer, c'est un dossier sur le libre arbitre, il y a justement un chercheur qui évoque le cas de ces cellules. Mais comme c'est un neuroscientifique, il franchit pas le pas. Et donc, à la fin de l'article, il parle d'un libre arbitre sans conscience. Alors, de vous à moi, je ne sais pas ce que ça veut dire, un libre arbitre sans conscience, on est bien d'accord. Et donc, je me dis, l'édifice est en train de se fissurer. Parce qu'effectivement, on est en train de se rendre compte qu'il y a des organismes vivants qui ne fonctionnent, qui ont une conscience, qui fonctionnent en conscience, qui ont conscience de leur environnement, qui opèrent des choix, qui ont un libre arbitre, mais qui n'ont pas de neurones. Le cas des amibes, je parle je fais un petit intermède dans le livre sur les amibes, parce que les amibes, alors là, c'est la même chose, hein, c'est des êtres unicellulaires extrêmement basiques, mais elles sont capables de se regrouper et de développer des comportements collectifs tout à fait extraordinaires. Juste pour le détail, les amibes, vous savez, le problème de ces êtres unicellulaires, c'est qu'ils n'ont pas de pattes, ils n'ont pas de membres pour se déplacer. Donc en fait, ils ont des petites protéines qui dépassent la membrane, comme des petits cils, puis ils agitent les petits cils pour se déplacer. C'est pas très efficace. Lorsque des amibes détectent une source de nourriture, d'abord, on ne sait pas comment, mais on observe qu'elles se regroupent. Alors, elles se regroupent. Comme si elles avaient conscience
que des unes et des autres. Elles se regroupent jusqu'à former un corps compact, qui est une sorte de ver. C'est-à-dire qu'il y en a qui vont se mettre à la tête, d'autres dans le milieu, d'autres dans la queue, et puis elles vont se mettre à avancer, à ramper sur le sol comme un ver, pour rejoindre la source de nourriture. Oui, c'est des comportements collectifs qui demandent de l'organisation, une cohérence, qu'on n'explique pas, puisqu'on a affaire à des êtres, une fois de plus, qui n'ont pas de neurones, pas le moindre neurone. Voilà. Il y a aussi la communication des plantes. Donc voilà. Donc en fait, dès le départ, on sait que dans les neurosciences, on a le cadre, et puis on a plein de choses quand même qui rentrent pas dans le cadre. Voilà. Et les EMI, bah c'est un témoignage. Ce sont des milliers de témoignages qui sont venus encore bousculer encore plus le cadre. Et aujourd'hui, en toute honnêteté, mais ça, de nombreux chercheurs commencent à en être persuadés, le cadre ne tient plus. Il existe une conscience qui n'est pas produite par les neurones, d'accord ? Nous, on a une conscience réflective, qui, en partie, passe par les neurones, en tout cas notre cerveau. Mais il existe également une conscience, on est baigné dans une conscience, en tout cas les amibes le sont, les plantes le sont, les êtres unicellulaires le sont, une conscience qui permet de les faire fonctionner de manière totalement cohérente, et même collectivement. Le darwinisme est-il un frein à l'étude des processus de la vie ? Oh là, ce pauvre darwinisme. Non, le darwinisme, il est né d'une observation scientifique au XIXe siècle qui est très juste. C'est qu'il existe des dérives génétiques dans certains cas, et notamment dans les milieux insulaires. C'est-à-dire que la restriction des espaces et la restriction des ressources de nourriture font que les espèces, en compétition dans ces espaces réduits, confinés, effectivement, vont adapter morphologiquement, génétiquement, des aptitudes particulières qu'on ne va pas retrouver sur les mêmes espèces qui sont, elles, dans des milieux beaucoup plus ouverts et beaucoup plus riches. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui les syndromes d'insularité. Ce sont alors, c'est des choses vraies, hein, tout à fait, mais ça participe de l'évolution. On est bien d'accord. En aucun cas, c'est le moteur de l'évolution. On est allé trop vite. Bon, mais au XIXe siècle, on découvrait les choses. Il y a dans le darwinisme aussi des vieilles théories qui traînaient, comme cette histoire de soupe originelle, je ne sais pas si on aura le temps d'en parler, pour l'apparition de la vie. Ça date on le trouve déjà dans le Marquis de Buffon, 200 ans avant. En réalité, le darwinisme, il est né à une époque, mais comme la plupart de notre science, en fait, de nos sciences, elles sont nées à une époque où on a chassé le religieux. On a chassé le dogme et le dogme religieux. C'est très important, c'est que il y avait une chape de plomb qui empêchait la science d'avancer, la connaissance d'avancer. C'était la référence biblique. Et donc, en opposition, en réaction à cette chape de plomb, on a créé la science. Et on a surtout axé cette science à éliminer Dieu. C'est une attitude un peu extrémiste, mais qui est en réaction à une autre attitude qui était extrémiste. La Bible fait foi. Le darwinisme, il est né là-dedans. Et donc, le darwinisme, ça vous explique que la vie n'a pas besoin de Dieu pour exister. Elle se fait par elle-même, au hasard des mutations, et dans un esprit de compétition. Énormément de données ne rentrent pas dans ce cadre-là. D'abord, en réalité, la compétition entre espèces, elle n'explique pas l'apparition d'une espèce nouvelle. Hein, pour qu'il y ait compétition entre espèces, il faut que les espèces existent. Ensuite, le darwinisme, comme je l'ai voulu expliquer, c'est un cas d'étude, les syndromes d'insularité, qu'on a généralisé. Et lorsqu'on généralise un cas d'étude pour en faire une loi universelle, on ne fait plus de la science. Il y a beaucoup de choses qui, dans la construction du darwinisme, ne collent pas. Et il y a beaucoup, effectivement, d'observations qui, aujourd'hui, sont interprétées dans le cadre du darwinisme et du coup, sont mal interprétées. Alors, le darwinisme de Darwin, c'était une chose. Ensuite, on a eu un néo-darwinisme
de Dawkins notamment, Richard Dawkins, avec la génétique, espèce de compétition génétique. On a encore un autre darwinisme, néo-darwinisme avec sur le buisson, là, l'évolution de la vie en forme de buisson, pour essayer d'expliquer les chaînons manquants, parce qu'on a un problème. On a un problème, c'est que à chaque fois qu'une espèce apparaît, elle semble sortir de nulle part. On a son ancêtre, mais son ancêtre est très différent. Il y a une espèce de saut, de gap, qui est très important. Sur l'être humain, alors je parle pas trop des êtres humains, parce que dès qu'on parle de l'être humain, tout de suite ça déclenche des passions, mais le passage entre le singe et l'homme n'est toujours pas expliqué. C'est pas parce qu'on va multiplier des espèces de fossiles d'hominidés reconstitués et pour la plupart inventés qu'on va régler le problème fondamental du passage du singe à l'homme. Moi, dans le livre, je parle de la girafe, parce que la girafe, c'était déjà, à l'époque de Darwin, un sujet à controverse, un sujet de polémique. Pourquoi? Parce que l'ancêtre de la girafe, c'est un okapi. Et je veux bien qu'on m'explique la sélection naturelle et tout ce que vous voulez. Il faudra quand même qu'on m'explique comment on passe d'un animal qui a 7 vertèbres, le cou, des vertèbres de 7 cm, à un animal qui a 7 vertèbres de 30 cm chacune. Vous voyez? Et bonne chance pour m'expliquer. Alors, on va m'expliquer qu'en fait, il y a des fossiles intermédiaires, mais on les a jamais trouvés. Ils n'existent pas. Donc, c'est tout le problème, en fait. Et ce problème, on va le trouver pour la plupart des espèces. L'ancêtre de l'éléphant, l'ancêtre de la plupart des espèces. Donc, on voit bien qu'il se passe quelque chose qui échappe, pour l'instant, à notre entendement. Et qui ne s'explique pas. En tout cas, par la sélection, par la compétition entre espèces, par la sélection naturelle, telle qu'elle est énoncée aujourd'hui. Voilà. Le déterminisme est-il un frein à la compréhension de l'univers? Bah oui, également. Alors le déterminisme, c'est très important parce que c'est cette idée de relier une cause et un effet. Voilà, une chose a toujours une cause et sa conséquence. Donc ça, c'est un principe fondamental. Le problème, c'est pas tant le déterminisme, c'est comment il est appliqué. C'est-à-dire qu'encore une fois, on va se fixer sur ce qu'on observe et ne considérer que ce qu'on observe dans un certain cadre et éliminer tout ce qui plaît pas. Et donc, le déterminisme, j'ai failli dire le darwinisme, mais ça revient au même en fait. Le déterminisme, dans ces conditions, on s'interdit tous les liens de cause à effet qui ne sont pas visibles. Comme si tout était visible, tout était détectable. Eh ben non, non. Et le darwinisme, justement, on vient d'en parler, vous montre bien qu'il y a des problèmes de saut, qu'il y a des problèmes de gap, qu'on ne peut pas dire telle chose est une conséquence de telle autre. Ça marche pour certaines choses, mais pour d'autres, on a des problèmes. Et c'est pareil, la même chose dans l'univers. Donc si on restreint nos observations, c'est ça en fait le problème, c'est que les sciences ont tendance à restreindre les observations, à les enfermer dans un cadre qu'on contrôle, en disant oui, sinon on fait pas de la science parce qu'on contrôlerait rien. Donc du coup, on restreint les paramètres, mais on fait une petite soupe entre nous. Et on ne tient plus compte de toutes les observations qui ne rentrent pas effectivement dans les paramètres choisis et le cadre établi. Donc tout le problème, il est là. C'est le problème du Big Bang, c'est le problème donc l'explication de l'univers, c'est le problème de l'explication... en fait, la science se veut de nous expliquer le monde. Mais le problème, c'est qu'il faut aussi qu'elle admette qu'il y a beaucoup de choses qu'on n'est pas en mesure d'expliquer. L'apparition de la vie sur Terre. Voilà, l'apparition de la vie sur Terre. Vous avez une cellule qui est apparue. Pendant 200 ans, on nous a expliqué que probablement, en mélangeant la chimie, les sulfures, les machins, la soupe originelle, disait déjà le marquis de Buffon, hop, la vie surgit par enchantement. Ça fait un peu génération spontanée. Le fait est qu'on n'y arrive pas. Et pourquoi? Parce que la première cellule, je le répète, elle est composée d'acides aminés, de protéines, d'enzymes. Trois constituants qui n'existent pas à l'état natif. Ils n'existent pas dans la nature. Donc la première cellule, elle est apparue en ayant des composants qui n'existent pas dans la nature. Et qu'on n'est pas capable donc de reproduire. C'est impossible. On peut mélanger toutes les sulfures et tout ce que vous voulez, on n'y arrive pas. Donc aujourd'hui, il y en a même qui disent « Oh ben ça vient de l'espace ».
c'est une manière de botter en touche. Et puis là, soyons sérieux une seconde. En termes de vérité reproductible, vérifiable, voilà, faire intervenir les extraterrestres, c'est pas sérieux. Donc on est face à un problème. De toute façon, on n'a pas trouvé non plus dans l'espace des enzymes, des protéines qui vivraient en tant que telles. Donc voilà, en fait, je crois que notre problème, c'est que en fait, c'est plus que le déterminisme, c'est vraiment le matérialisme. En décrétant que l'étude de la matière allait nous permettre de tout comprendre, eh ben, on s'interdit donc tout ce qui n'est pas matière et on ne comprend rien, en fait. On s'invente des modèles, mais qui tiennent pas la route. Il y a une donnée qui est immatérielle. Et on le sait. Je reviens à ce que j'ai dit au début. L'atome est un grain de matière et en même temps une vibration. Donc si vous ne regardez que le grain de la matière, vous ne comprenez pas l'atome. Et c'est d'ailleurs les expériences, je vous ai parlé d'expériences qui sont croustillantes. Mais oui, parce que lorsqu'on regarde le grain de matière évoluer et qu'on lui met des obstacles, par exemple donc les histoires où on met un mur sur le trajet de photons, eh ben on va obtenir quoi? On va finir par obtenir une anomalie d'observation, c'est-à-dire un truc qui n'est pas possible. Pourquoi? Parce que ce n'est pas que le grain qu'on observe. Voilà. Pourra-t-on un jour expliquer les contacts défunts? Alors je vais dire oui parce que je suis quelqu'un de très optimiste. Les données, elles existent. Dans les données d'observation, qu'est-ce qu'on observe? Et là, je peux parler de tout ce que j'ai vécu avec Philippe Ferrer. Parce que, vous le savez, depuis 3 ans, avec Philippe Ferrer, on s'éclate, mais on mène une enquête, en réalité. Et on va à la rencontre de médiums, on va à la rencontre de guérisseurs, dont j'en ai parlé, et on essaie de comprendre. On a donc enchaîné les séances de médiumnité en salle. Et à chaque fois, on est bouleversé de se rendre compte que les médiums avaient accès à de l'information. Impossible à deviner. Impossible à deviner, c'est quoi? Impossible à deviner, c'est lorsque vous ne connaissez pas la personne, vous êtes dans une salle et puis d'un coup, le médium ferme les yeux, se connecte à quelque chose et commence à raconter des éléments de la vie d'un défunt et puis des circonstances de départ, des choses très intimes, des choses qui sont impossibles à deviner, comme un accident de vélo, voilà, il est parti, un accident de vélo, il voit le corps sous une couverture, il voit la basket rouge, telle marque, etc., etc. Il a l'heure de départ, enfin, des détails qu'on ne peut pas inventer, ça, on a constaté ce type d'information, voilà, délivrée, on a constaté des dizaines de fois. Donc, on ne peut pas douter du fait que les médiums ont accès à l'information. Donc après, l'information, ils ont accès où? Là, il y a plusieurs hypothèses. On pourrait imaginer qu'en fait, ils chopent l'information dans la sphère de la personne qui est en face d'eux. Alors, je ne sais pas comment, d'accord? C'est-à-dire un supramentalisme émotionnel, plus, télépathique, etc., etc. Parce que la personne, elle porte pas sur le visage l'heure de décès de tel défunt, les circonstances de départ et la tenue qu'il portait ce jour-là, et bien d'autres détails croustillants, parfois complètement fous. On en raconte certains, parfois complètement fous. Voilà, sur des vêtements, enfin bon. Donc, et admettons, on pourrait peut-être choper, donc est-ce que l'information existe dans une espèce de sphère autour de la personne? Est-ce qu'elle existe dans d'autres sphères qui seraient des... Alors on parle d'anal akashique, moi j'aime pas tous ces termes parce que je sais pas trop à quoi ils correspondent, ça fait un peu New Age. Est-ce que l'information existe dans des champs vibratoires quantiques? Est-ce que au-delà, est-ce que réellement, parce que c'est ce que nous disent les médiums, est-ce que cette information, elle a toujours consistance, une forme de vie, en tout cas elle peut se présenter à eux, sans qu'ils aillent réellement la chercher? C'est ce qu'ils nous disent. Hein. Donc, non, on raconte des choses. On raconte des choses qui sont vraies. On le raconte avec sincérité. Et puis ensuite, j'ai envie de dire, chacun y va avec ses croyances, parce qu'aujourd'hui, la science ne peut pas expliquer. La science peut constater. Elle fait pas encore l'effort vraiment de constater. Là aussi,
Il y a des programmes qui se mettent en place, mais on est un peu désarmé. Donc, ce qu'on essaye de faire pour l'instant, c'est de regarder comment ça se passe un peu dans la tête du médium au moment où il rentre en communication. C'est compliqué de cerner ce qui se passe dans l'invisible. On n'a pas les outils, on n'a pas les appareils, on sait pas. Voilà. Mais il y a déjà des choses qui se mettent en place et moi, je suis plutôt optimiste de penser que en acceptant, en fait, c'est ça. Il faut accepter déjà que ça existe. À partir du moment où on accepte collectivement qu'il y a quelque chose qui existe, on va trouver les moyens de comprendre. J'en suis sûr. Dans quelle mesure les expériences EMI, contact défunt, etc., pourraient-elles être scientifiquement validées? Écoutez, souvent j'entends dire, et on fait pas mal de conférences avec Philippe Ferrer, souvent on nous dit, oui, mais bon, les EMI, les expériences, tout ça, c'est subjectif, ce n'est pas de la science. Alors moi, ça me fait bondir, pourquoi? Parce que je suis issu des sciences humaines. Moi, j'ai fait ethnologie, anthropologie, puis ensuite j'ai fait un doctorat en archéologie. Et en anthropologie, donc anthropologie, c'est géographie humaine, c'est ethnologie, sociologie. Comment on procède? On fait des enquêtes de terrain. On fait des enquêtes de terrain, on va questionner les gens, et puis ensuite on réunit les données, on élimine à la marge tout ce qui est un petit peu sort du lot, d'accord? Et on garde ce qu'on appelle un corpus cohérent. Et on travaille à partir de ces corpus cohérents. Et je ne vois pas pourquoi on pourrait pas faire ça. Pour moi, l'étude, par exemple, les EMI, c'est l'étude, c'est des sciences humaines. Donc, il ne faut pas leur chercher peut-être à une méthodologie des sciences scientifiques, entre guillemets, mathématiques, biologiques ou chimiques. Il faut prendre les outils qui existent et qui sont validés en sciences humaines et fonctionner avec. Il y a de vraies enquêtes à faire, elles n'ont pas été faites. Raymond Moody avait commencé, mais il a juste posé le problème. Il y a de vraies enquêtes à faire, ce sont des vraies enquêtes de témoignages à recueillir, à retranscrire, des milliers de témoignages, et puis ensuite à croiser les données, et puis à discuter de ce qu'on obtient. Ça n'a jamais été fait. Voilà. Il faut le faire dans des contextes où on n'a pas affaire qu'à un même type de population. C'est-à-dire pas qu'avec des gens qui sont nés dans un monde judéo-chrétien. Parce qu'il y a un biais, ce qui est le biais des croyances et de la culture. Mais ça, on le sait en sociologie, on le sait en ethnologie. Donc, il faut faire cette enquête dans différentes aires culturelles. Voilà, auprès de différentes populations. Mais mais il faut faire l'enquête, en fait. Et à partir de ce moment-là, on avancera. Donc oui, je le dis sans hésitation, il est tout à fait possible de collecter, y compris des données entre guillemets subjectives, et de travailler avec. Peut-on être confiant dans l'avenir de la science? Oui, bien sûr. Il faut, de toute façon. C'est pas les médiums qui vont nous expliquer. C'est pas les guérisseurs. Eux, ils ont envie, mais c'est pas leur boulot. Il faut être formé. Donc, ce sont les chercheurs. Et l'histoire nous montre que la recherche, parfois, elle prend du temps. On a condamné Galilée. Entre parenthèses, on a condamné Galilée. L'Église a condamné Galilée parce que pendant 20 ans, tous les scientifiques de l'époque qui défendaient le modèle d'Aristote ne supportaient pas que l'attitude de Galilée à leur égard. Et pendant 20 ans, il y a des gens qui, dans l'ombre, ont œuvré pour convaincre les cortèges dominicains, puis jésuites, etc., de faire pression auprès du pape et de finir, parce qu'à l'époque, en plus, c'est l'Inquisition, de finir par une condamnation. Voilà. Alors pourquoi, entre parenthèses, ça m'amuse, j'aime beaucoup Galilée. Enfin, le personnage, malheureusement, a un sacré caractère, et c'est d'ailleurs ce qui lui a valu, à mon avis, bien la plupart de ses déboires. À l'époque de Galilée, on pensait, le modèle d'Aristote, donc, qui était défendu, c'était un modèle qui plaçait la Terre fixe au centre de la galaxie, et les planètes, le Soleil compris, tournant autour. Et Galilée, reprenant le modèle inachevé de Copernic, a démontré
que c'est le Soleil qui est au centre de la galaxie, et les planètes, y compris la Terre, qui tournent autour. En faisant cela, il explose le cadre établi dans lequel les recherches en astronomie s'effectuaient. En faisant cela, il réduisait à néant, disons-le, toutes les recherches de tous ses collègues. Parce que si le cadre est faux, bah, tes calculs, ils valent rien. Voilà, faut le dire comme ça. Et il l'a dit comme ça. Et donc, il s'est mis tout le monde à dos. Donc, c'est une histoire, effectivement, qui a traîné. Galilée a été soutenu, et puis comme il n'a pas cessé d'ouvrir sa gueule et d'envoyer des pics aux uns et aux autres, et puis il a même publié sur le dernier ouvrage, celui qui fait la bascule et qui l'entraîne à la condamnation, c'est un ouvrage où il traite les autres de simplés. Voilà. Donc, à un moment donné, voilà, il est aussi quelque part responsable. Donc, il a fini par être condamné. Mais le modèle de Galilée s'est imposé. C'est-à-dire que même lorsque tout le monde est contre, oui, pendant 10, 15, 20 ans, ça bloque. Mais ça bloque pas indéfiniment. Et la science, elle fonctionne comme ça. Donc, oui, bien sûr qu'il faut être optimiste, même s'il y a des blocages, même si on voit bien qu'aujourd'hui, dès qu'on touche à la médecine, faut sortir, voilà, il faut s'attendre à prendre des coups. C'est pas grave. Ça avance, et ça avance dans le positif. Oui, forcément.